Merci infiniment de me recevoir. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux d'être ici. À double titre, d'abord parce que je connaissais l'Institut Diderot bien avant que vous m'invitiez et je savais vos travaux, et puis également parce que je crois que ça a été la conférence la plus annoncée que j'ai pu donner, reporter avec un suspense jusqu'au bout, jusqu'à vendredi matin. Donc vraiment, je suis d'autant plus heureux d'être ici en présentiel. Voilà, le documentaire auquel vous faites référence a été diffusé, mais il a été diffusé il y a quelques mois et il est disponible en VOD sur Arte. Vous m'avez présenté, j'ajouterai juste que je suis journaliste de terrain. J'ai fait ce métier, j'ai quitté la banque il y a 13 ans de cela pour faire un métier de journaliste, mais je voulais absolument être reporter et je voulais pouvoir voir de mes yeux vus, voyager et constater de mes yeux vus certaines choses dont je vais vous parler. Toujours avec ce lien pour les matières premières qui m'a toujours passionné, ce fil rouge, parce que c'est intéressant de pouvoir, en tant que journaliste, intéresser nos lecteurs ou nos spectateurs à des enjeux qui sont lointains, des enjeux géopolitiques qui ne paraissent pas forcément concernants, pour reprendre un mot du métier, et qui tout d'un coup deviennent concernants lorsqu'on les lie à une matière première qui se retrouve dans votre assiette, dans votre téléphone portable, etc. Et donc ça a été toujours ma manière, ma technique de pouvoir intéresser les gens qui me lisaient ou regardaient les documentaires que j'ai pu réaliser à des sujets qui, a priori, n'avaient pas d'impact sur leur vie. Et en fait, s'ils se rendent compte que ça a un impact sur leur vie, que leur vie a un impact sur ces sujets-là. Et d'où un jour les métaux rares, lecture dans Science et Avenir, je l'ai dit à Mme Leglu il y a 10 ans, un article sur les métaux stratégiques, et tout d'un coup je me suis rendu compte que c'était un sujet passionnant. J'ai réalisé un documentaire pour France 5 en 2012, après j'ai monté un think tank qui s'appelait Global Links, et pendant 3 ans nous étions 7, des conférences à l'Assemblée nationale sur les questions de métaux stratégiques, sujet qui n'intéressait personne. Et 2016, j'envoie une proposition de livre à mon éditeur, à 17 éditeurs, 15 refusent, 2 acceptent, et je choisis les liens qui libèrent, sans m'attendre à ce que ça ait un tel impact. J'écrivais un livre me disant que c'était intéressant de raconter cette problématique qui, a priori, n'intéressait personne, même si je sentais que c'était un sujet qui montait, d'où justement l'idée de s'intéresser à des sujets qui sont en train de devenir cruciaux et centraux dans nos débats actuels. Et puis en fait, 3 ans plus tard, je suis à vous parler et le livre a été traduit en 8 langues, a reçu 9 prix et a été vendu, je crois, à 70 000 exemplaires. J'avais intitulé la conférence « La guerre des métaux stratégiques » au départ, alors on a remis le nom du livre. De quoi parle-t-on ? Tout d'abord, nous parlons de métaux. Alors cette liste est plutôt une liste de métaux stratégiques, pas tous rares, parce que vous avez du cuivre, par exemple, qui n'est pas rare, mais de quoi parle-t-on ? On parle de matières premières qui sont plus rares que les métaux abondants. Donc dans l'écorce terrestre, vous avez le cuivre, l'aluminium, le fer, le zinc, pas rare du tout. Et puis les économistes souvent parlent, et pas les géologues plutôt, mais souvent les industriels parlent de métaux rares, rare metals, parce que leur dilution dans l'écorce terrestre est telle que c'est beaucoup plus difficile de les extraire. Si je creuse un trou sous l'Institut Diderot, je risque de creuser beaucoup pour trouver 1 kilo d'un métal rare comme le néodyme. Ils sont 1000, 2000, 3000 fois plus dilués. Donc dans une mine de fer, vous avez des métaux rares qui sont associés aux grands métaux, et dans une mine de fer, vous allez trouver 1000 fois moins en moyenne de néodyme, un métal rare, que de fer. Donc c'est vous dire pourquoi on les appelle rares, c'est leur dilution. Ils ne sont pas rares parce que finalement on en trouve partout sur Terre, jusque dans les océans et même dans l'espace sur les astéroïdes. Mais voici pourquoi on parle de mots rares, de métaux rares, on parle de métaux stratégiques, parce qu'il y a un COMES en France, un comité des métaux stratégiques, qui dépend de Bercy, qui a été institué par M. Borloo en 2011. Métaux stratégiques pour l'économie française, l'aérospatiale, la santé, l'automobile ont besoin de métaux dits stratégiques. La liste des métaux stratégiques français diffère de la liste des métaux stratégiques allemands ou italiennes ou américaines, bien évidemment. Nous avons une propre liste de métaux stratégiques qui souvent se confond d'ailleurs avec la liste des métaux critiques. Et on parle souvent de métaux critiques. La Commission européenne met à jour tous les 3 ans, et la dernière mise à jour date de septembre 2020, une liste des métaux qu'elle qualifie de critiques, et des matières premières généralement qu'elle qualifie de critiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ce sont des métaux qui sont souvent rares, et des matières premières qui sont souvent rares, mais pas seulement, parce que, par exemple, le silicium, c'est vraiment très abondant, voilà. Mais souvent, on parle de métaux qui sont donc plus rares que les métaux abondants, comme l'antimoine, le barite, le beryllium, le bismuth, le cobalt. On parle de métaux qui sont stratégiques, et on parle de métaux qui sont critiques et de matières premières critiques, parce qu'on trouve aussi des matières premières agricoles. Au centre, vous avez le caoutchouc, par exemple, mais le plus souvent, ce sont des métaux, parce qu'il y a des risques, il y a des tensions entre les approvisionnements, entre l'offre et la demande, et ces tensions risquent de générer des ruptures d'approvisionnement.
Et donc en 2011, il y avait, je crois, 11 ou 13 métaux. En 2014, 3 ans plus tard, la liste s'est allongée, et en 2017 un peu plus, et puis aujourd'hui on se retrouve avec 30 métaux et matières premières qui sont considérés comme critiques, c'est-à-dire que, eh bien, on peut littéralement en manquer parce que il y a une rareté relative, il y a une production qui est organisée et tenue par un certain nombre de pays leaders dans l'extraction, on y reviendra, et puis tout cela peut générer des ruptures d'approvisionnement. Alors, ces matières premières, elles sont indispensables pour notre transition écologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans ces matières premières pour fabriquer des panneaux solaires, silicium métal, pour fabriquer des éoliennes offshore. Il faut une tonne de terres rares, et plus précisément de néodyme, pour fabriquer un aimant d'une éolienne offshore. Plus généralement, le cuivre devient très stratégique, il est nécessaire pour les éoliennes, pour raccorder les éoliennes au réseau. Et puis pour les voitures électriques, la quasi-totalité, pas toutes, mais la quasi-totalité des voitures électriques contiennent du néodyme dans le moteur. Le néodyme est préféré au cuivre parce que ça fait un moteur plus léger, ça augmente, ça améliore l'autonomie de la batterie de la voiture. Donc du coup, on va vers plutôt du néodyme pour les voitures, à part la Zoé, à part quelques-unes, mais sinon toutes les voitures sont au néodyme. Et puis pour la batterie, il faut des métaux rares, critiques, stratégiques comme le lithium, le cobalt, le graphite. On ne peut pas faire de transition énergétique sans ces matières premières-là. D'ailleurs, Christelle Bory, la patronne d'Eramet, disait encore l'autre jour dans les Échos, je crois, le XXIe siècle sera un siècle de métal. Nous avons eu un siècle de charbon au 19e, un siècle de pétrole au 20e. Et puis comme nous allons vers cette transition énergétique, eh bien, nous avons besoin de plus de métaux, et je vais y revenir. Et donc on peut parler d'un siècle de métal, parce que sans eux, pas de transition énergétique. Je vous ai parlé des métaux qui se trouvaient dans la voiture électrique. Voici quelques listes de métaux. En bas à gauche, le lithium, cobalt, nickel, le dysprosium et le néodyme pour le moteur. Des métaux pas forcément très rares, mais qui peuvent être stratégiques critiques, comme le magnésium, pour notamment les sièges de voitures, thermiques ou électriques d'ailleurs. Le cuivre, jusqu'à 4 fois plus de cuivre dans une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. C'est une transition énergétique qui est une transition numérique. Les éoliennes ne tournent pas quand il n'y a pas de vent, et il n'y a pas d'électricité solaire quand il n'y a pas de jour, naturellement, de lumière. Et donc le pilotage des réseaux, qui permet en fait de faire en sorte que l'électricité qui rentre corresponde à l'électricité qui sort du réseau, à la prise, pour en fait organiser et agencer l'offre par rapport à la demande, il faut des réseaux informatisés avec une puissance de calcul qui permet précisément qui permet en fait de se faire rencontrer l'offre et la demande et d'éviter les pertes d'électricité. Je vous rappelle qu'on ne sait pas très bien stocker l'électricité aujourd'hui, ça s'améliore bien évidemment, mais qu'en attendant, faute de cela, il faut un pilotage automatique des réseaux. Ce sont les smart networks, les smart cities, etc. Et bien évidemment, à mesure que nous développons cette transition, nous accélérons, nous aurons de plus en plus besoin de ces outils numériques qui sont consommateurs de métaux, des métaux dont je vous ai parlé. Vous avez une grande partie de la production de beryllium, de dysprosium, de gallium, de germanium, d'indium. Enfin, on pourrait vraiment faire un inventaire à l'après-vert qui sont consommateurs, qui sont directement captés par les différentes applications que vous voyez à la droite de l'écran. Pardon pour l'anglais, je n'ai pas trouvé mieux et plus clair que cette présentation anglaise, mais vous la comprenez, ces diverses applications du secteur numérique. Alors simplement, je suis journaliste, je ne m'habille pas toujours comme ça pour aller sur le terrain, et je vous rapporte quelques images du terrain, et précisément de l'Heilongjiang, au nord de la Chine, c'est il y a 2 ans, et je me trouve là-bas dans le cadre de ce documentaire auquel M. Seyss a fait référence, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une mine de graphite, puisque vous avez tous du graphite sur vous, toutes et tous, quelques grammes, 1 ou 2 grammes de graphite dans la batterie de votre téléphone portable. Ça facilite la conductivité de l'électricité dans la batterie. Et puis, il faut plusieurs kilos de graphite pour une batterie de voiture électrique. Et dans le nord de la Chine, dans les Heilongjiang, où l'on extrait une grande partie du graphite mondial, la Chine est un producteur à 69% du graphite dans le monde, eh bien, il faut commencer par faire un trou pour aller extraire ce minerai. Alors, ça ressemble à n'importe quelle mine, mais il ne faut pas oublier que tout cela procède d'une entaille dans le sol. Et donc, voici cette capture d'écran d'une image prise au drone. Vous ne me voyez pas, mais je me trouve probablement en bas, caché sous un arbre, avec le drone qui survole la mine de graphite, avec les rebuts de l'industrie du raffinage de graphite qui sont rejetés directement dans les campagnes alentours. Et puis, cette
poussière de graphite qui fait qu'on doit se protéger le visage pour ne pas la respirer, parce que si vous ne vous protégez pas, naturellement, vous avez cette poussière qui provoque toutes sortes de maladies. On parle de silicose, les ouvriers avec qui on a pu discuter vous disent que leurs poumons deviennent de la pierre. Donc voilà la réalité, naturellement, de cette extraction et de ce raffinage du graphite pour aboutir à ce minerai, cette poudre, qui ensuite va être incorporée, pas que, mais notamment dans les technologies dites vertes et les technologies numériques. Quelques milliers de kilomètres à Baotou. Baotou, c'est en Mongolie intérieure, c'est au nord-ouest de Pékin, à 800 km. Nous sommes à la même époque, nous sommes en 2019. Donc ces images sont très récentes. Vous voyez au premier plan les usines de raffinage de terres rares. Donc je vous ai parlé de terres rares pour les moteurs des voitures électriques, mais vous avez des terres rares sur vous, puisque l'aimant qui fait vibrer votre téléphone portable contient une terre rare qu'on appelle le néodyme. Eh bien, vous avez les usines au premier plan de raffinage de terres rares, usines qui consomment beaucoup d'eau. Il faut beaucoup d'eau pour raffiner ces fameuses terres rares, eau rejetée directement dans un lac de rejet artificiel qu'on appelle le Weikuang Dam. Et donc tout ça part dans la nature. Il est dit, mais je n'ai pas pu le vérifier, que ce n'est pas imperméabilisé, ce lac artificiel. Donc il semblerait, je parle au conditionnel, je fais très attention parce qu'il n'y a pas d'informations officielles. Ramener ces images a été difficile sur le terrain. Quant à avoir des chiffres officiels, ça n'existe pas. Donc il paraîtrait que tout cela part directement ensuite dans les nappes phréatiques du fleuve Jaune qui se trouve juste à côté. Autour, vous avez des villages qui ne sont plus des villages. Les villageois sont partis, ont été relocalisés, leurs terres sont devenues infertiles. Ils vous parlent des maladies des os de verre. Donc les os se cassent facilement. Ça, c'est ce que dit un officiel face caméra de l'industrie des terres rares, le vice-secrétaire de la Société chinoise des terres rares. Je ne sais même pas comment il a osé me dire ça face caméra. J'espère qu'il lui est rien arrivé depuis que le film a été diffusé. Une industrielle chinoise, un jour, m'a dit la Chine a sacrifié son environnement pour extraire des terres rares pour le reste de la planète. Donc ce sont des mots très forts qui me restent, et ça c'est un mot qui m'a été dit il y a 10 ans, j'étais déjà là il y a 10 ans, et j'y suis retourné donc 8 ans plus tard, et la situation n'a pas changé, c'est toujours les mêmes paysages, plus développés, plus d'usines, plus de rejets. Voilà. Donc nous en sommes là aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'instant où je vous parle. On essaie de recycler, naturellement, il faut recycler les terres rares. Alors, je vous présente elle n'est pas facile à lire, mais c'est la plus récente de toutes les sources d'informations sur le recyclage de ces terres rares et métaux rares stratégiques qui provient de la Commission européenne, où l'on voit que certains de ces métaux peuvent être bien recyclés, comme le vanadium, le tungstène, bien, en tout cas correctement, quasiment la moitié de tungstène et de vanadium sont recyclés. Et puis à mesure que l'on se dirige vers les terres rares, lourdes, légères, le graphite, le germanium, sans parler de tous les petits métaux, beaucoup plus difficiles à recycler. Pourquoi ? Eh bien parce que ces métaux, c'est comme un gâteau au chocolat. Quand vous faites un gâteau au chocolat, vous mélangez tous les ingrédients du gâteau au chocolat, l'œuf, la farine, le sucre, le beurre. Et puis, à supposer que vous n'ayez pas terminé votre gâteau, vous voulez le recycler. Donc vous allez reséparer l'œuf du beurre, de la farine, et puis vous allez refaire un deuxième gâteau avec les ingrédients recyclés du premier. Bon courage. C'est pas plus simple dans le secteur de ces matières premières. Les recycleurs se retrouvent avec un véritable casse-tête, avec des aimants qui font la taille de mon ongle, et il faut recycler un aimant qui fait même pas 1 gramme, qui contient du néodyme, du fer et du bore, et il faut reséparer le néodyme, le fer du bore. C'est impossible, ça coûte trop cher. Et donc finalement, on préfère retourner à la mine où c'est moins cher plutôt que de se servir chez le recycleur. Donc vous avez un paradoxe qui est que c'est peut-être l'une des industries où finalement l'occasion vaut plus cher que le neuf, où la matière secondaire vaut plus cher que la matière primaire. Et donc, tant qu'on n'améliorera pas les processus de recyclage, les procédés de recyclage, et nous y reviendrons parce qu'il y a des solutions à tout cela, mais ça va s'améliorer. Mais tant que le secteur du recyclage ne sera pas compétitif par rapport au secteur par rapport à la mine, eh bien, nous ne serons pas motivés, les industriels pas davantage, à aller recycler ces matières premières et les réutiliser. Et donc, ce constat-là que je vous propose, qui est un constat, je crois, de bon sens, corroboré par un constat de terrain, qui m'amène à constater un certain nombre de paradoxes quand on parle de transition énergétique. D'abord, un monde bas carbone ne sera pas un monde bas ressources. Il va falloir moins de pétrole pour que la transition énergétique devienne réalité, et c'est une excellente nouvelle. On en consommera beaucoup moins, ça émettra moins de CO2.
Ces technologies présentent un vrai gain en termes d'émissions de CO2. Si vous prenez l'ACV, l'analyse de cycle de vie d'une technologie verte par rapport à une centrale thermique, il n'y a pas photo. Bien évidemment que c'est beaucoup plus intéressant de produire de l'électricité avec ce type de technologie-là plutôt qu'en en produisant de l'électricité à base de charbon ou de pétrole. Il n'y a qu'à voir les apocalypses, comme on dit, dans les villes chinoises, provoquées notamment par les centrales à charbon du Hebei dans la province de Pékin, pour savoir qu'évidemment, c'est plus intéressant de se chauffer aux panneaux solaires. Mais quand même, ce ne sera pas un monde bas ressources. Il va falloir plus de matières premières, rares, critiques, stratégiques, abondantes, pour être capable de produire toutes ces technologies-là. Les technologies propres nécessitent des métaux sales. Je veux dire, c'est quand même une observation de bon sens que pour faire du propre, il faut faire du sale. Alors, quand on utilise cette technologie, quand on roule en voiture électrique, évidemment que ça n'émet pas de CO2 quand on l'utilise, mais il faut considérer l'ensemble du cycle de vie d'une technologie, depuis la mine jusqu'à la décharge, et constater qu'il y a une pollution qui est émise en amont de la fabrication de cette technologie, et une pollution qui sera émise en aval, parce que même le recyclage, si tant est qu'il puisse y avoir de recyclage, ce recyclage est forcément polluant. Et donc, on n'a pas conscience de cela, naturellement. On ne le voit pas, les mines sont loin. Et donc, finalement, on a l'illusion du propre, alors qu'en réalité, il y a de la pollution. Qu'on se comprenne bien, c'est une très bonne nouvelle de pouvoir dépolluer les centres-villes avec des voitures électriques. Ça traite localement des problèmes de pollution dans des agglomérations surpeuplées, alors que 50% de la planète occupe 2% du territoire, et en 2050, ce sera 70%. Donc, c'est très bien. Mais la pollution est déportée. Et donc, il faut bien avoir conscience de cela. Plus c'est vert, plus c'est complexe, et moins il y a d'économie circulaire. L'histoire des technologies de l'énergie, en partant du moulin à vent jusqu'au panneau solaire, en passant par la machine à vapeur et le moteur à essence, c'est l'histoire d'une complexification des technologies de l'énergie. Et donc plus on complexifie, plus il y a de métaux, plus il y a de nouveaux matériaux, qui sont des mélanges de métaux, des alliages, et plus il y a d'alliages, moins il y a d'économie circulaire. Totalement paradoxal. Et je vous expliquerai à quel point le vrai enjeu, à mon avis, c'est pas seulement la transition énergétique, c'est l'économie circulaire. C'est ça le grand enjeu, à mon avis, qui nous attend. Nous avons en partie perdu notre souveraineté écologique. Pourquoi je dis ça? J'aime bien le mot souveraineté écologique, il n'est pas de moi, il est de Pierrick Drapeau, un consultant chez EY, et qui a prononcé ce mot. Quelquefois on entend le président Macron dire souveraineté environnementale. Je trouve que c'est un terme excessivement intéressant qui va monter, parce qu'en fait, si vous voulez, l'essentiel de la pollution d'une technologie verte, elle est produite par l'extraction du minerai, par la phase de production. Mais si nous dépendons, si nos performances environnementales sont indexées sur les performances environnementales chinoises, alors en fait, nous n'avons pas les moyens de contrôler tous les tenants et les aboutissants de cette transition écologique. Si nous dépendons de métaux rares, critiques stratégiques chinois, et d'un processus industriel chinois pour les raffiner, pour les transformer en métaux et pour les intégrer dans les panneaux solaires chinois que nous achetons aux Chinois aujourd'hui, alors en fait, nous sommes responsables d'un impact écologique par le fait d'acheter ces technologies avec les matières premières qui contiennent, sans même avoir les capacités de contrôler en fait le processus de fabrication. Et donc, est-ce qu'on peut mener une transition énergétique à bien, ou en tout cas aussi loin qu'on le voudrait, si en fait nous dépendons du bon vouloir de Pékin, qui décide ou non d'améliorer son processus minier, de le faire mieux contrôler, d'y appliquer des réglementations, d'envoyer des contrôleurs pour vérifier que les réglementations sont respectées, et qui décide plus ou moins de faire diversifier son mix énergétique pour qu'il y ait moins d'électricité que de pétrole dans la production d'électricité et un peu plus de technologies dites vertes. Donc en fait, nous sommes dépendants de la Chine pour ces performances-là, et je pense que ce terme de souveraineté écologique est un terme qui est vraiment intéressant et qui, à mon avis, va monter. Alors, naturellement, pourquoi je titre une production minière délocalisée? Parce que dans les années 80, je ne parle que des terres rares, qui sont une classe spécifique de métaux rares qui se subdivisent elles-mêmes en 15 métaux. Les terres rares, dans les années 80-90, étaient produites notamment en Australie par une entreprise qui s'appelle Lynas. Elles étaient raffinées en France, à La Rochelle, par une entreprise qui s'appelait Rhône-Poulenc, devenue Rhodia et aujourd'hui Solvay. Nous raffinions en France, jusque dans les années 90, milieu des années 90, 50% des terres rares. Extraction, raffinage, pollution. Pollution en Australie, pollution aux États-Unis également. L'entreprise Molycorp, qui produisait des terres rares dans la mine de Mountain Pass, avait des gros problèmes avec les autorités fédérales parce que l'extraction polluait. Et puis, raffinage également polluant parce que ça émettait de la radioactivité, pas beaucoup, hein. Il n'y a jamais eu un mort. Mais enfin, parce qu'en fait, la radioactivité se trouve dans l'uranium et le thorium,
et les terres rares sont associées à l'uranium et le thorium. Donc en fait, le raffinage se faisait dans l'usine de La Rochelle, et forcément, il y avait des déchets nucléaires. Alors je ne sais plus de quel grade, mais c'était un grade assez bas, hein. On n'est pas sur des déchets nucléaires qui durent 10 000 ans. Mais si vous voulez, la psychose des populations locales dans les années 80-90 est telle qu'en fait, on ne pouvait plus continuer à opérer ce type de raffinage-là. Et donc finalement, dans les années 90, la direction de Rhône-Poulenc dit en fait, on va ne conserver que la partie la plus aval du raffinage, celle où on se sera déjà débarrassé du thorium et de l'uranium, et on ira raffiner que les derniers pouillèmes de pourcentage. Donc en fait, on laisse l'uranium et le thorium se faire raffiner en Chine. La production de déchets nucléaires restera là-bas, et puis nous, finalement, on se concentrera sur ce qui est le moins polluant. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a délocalisé les mines, on a délocalisé les usines, et nous avons délocalisé la pollution. Voilà. Et nous avons délocalisé la pollution des énergies vertes. En fait, nous avons organisé le monde entre ceux qui se salissent pour produire les minerais et ceux qui rachètent les minerais propres, purifiés, qui les mettent dans leur technologie et disent « on est propre ». Et donc, c'est une réalité à laquelle il faut avoir conscience. Il y a des poubelles du monde partout. Nous avons tous nos poubelles. Il y a des poubelles au sens où il y a des déchets, enfin des poubelles pour les déchets électroniques, il y a des poubelles pour les déchets nucléaires, et nous avons nos poubelles pour les déchets des énergies vertes. Et finalement, la logique qui préside à la production de ces énergies n'est pas vraiment différente de la logique qui a présidé à la production de n'importe quelle autre technologie. Ce sont les mêmes processus industriels, ce sont les mêmes logiques de délocalisation, de sous-traitance, de just-in-time, de zéro stock, le fameux toyotisme. Ce sont les mêmes marges financières qui sont recherchées, ce sont les mêmes processus intellectuels pour fabriquer des technologies vertes, comme n'importe quelle autre technologie, avec forcément les mêmes limites et les mêmes paradoxes que pour n'importe quelle autre technologie. Mais je ne pense pas que cette technologie verte soit moralement... Je pense que je laisserai ça à M. Consponville pour analyser la philosophie de tout ça, mais je pense qu'il n'y a pas plus d'éthique dans ce secteur qu'il y a d'éthique dans n'importe quel autre secteur. Ce qui est choquant quand on dit ça à quelqu'un qui est sincèrement engagé dans l'écologie. Et donc tout cela part vers la Chine, parce qu'à ce moment-là, la Chine n'a pas plus a beaucoup de terres rares, elle produit 30 à 40% des terres rares dans le monde. Enfin, 30 à 40% des gisements de terres rares dans le monde se trouvent en Chine. Donc il y a naturellement un avantage naturel dont la Chine peut se prévaloir pour produire des terres rares. Mais surtout, la Chine, à l'époque, dans les années 80-90, est un pays encore très pauvre, sous-développé, qui veut rattraper son retard sur les pays occidentaux. Nous, de notre côté, nous voulons nous débarrasser de cette pollution, et finalement, il y a une espèce de trade-off, comme on dirait, un contrat naturel, une entente naturelle qui se noue entre nous et la Chine, nous au sens les pays occidentaux finalement. D'un côté, nous voulons des campagnes plus propres, moins de tensions sociales, et de l'autre côté, vous voulez vous enrichir, vous voulez gagner des points de croissance, et donc finalement, la Chine, au même moment que nous fermons nos usines et nos mines, en rouvre tout autant sur son territoire. Elle en ouvre parce qu'en plus, elle peut en produire à moindre coût. Dumping social, dumping environnemental, les coûts de traitement du minerai ne sont pas intégrés dans le coût final du métal. S'il y avait un hôpital pour traiter les cancéreux et une usine de raffinage de l'eau que vous avez vu débarrasser dans le Luekang Dam à proximité de ces usines, le prix du minerai serait probablement, ou du métal, serait 2 fois supérieur. Mais comme nous étions, et nous sommes toujours dans la recherche du moindre coût, eh bien finalement, la Chine assume ce fardeau écologique en même temps qu'elle s'enrichit. L'environnement pour elle n'est pas un problème, elle s'en mordra les doigts 30 ans plus tard, et aujourd'hui elle s'en mord les doigts, et elle est obligée de réagir par rapport à ça, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et donc finalement, le monde s'organise de cette sorte entre les producteurs et les acheteurs, à telle enseigne qu'on applique Ricardo à la mine, une logique de spécialisation minière. Il y a des pays qui, pour le reste du monde, vont produire certains types de minerais et se spécialiser dans la production de ce minerai. Et donc cette carte, qui est une carte fascinante et qui, je crois, vraiment raconte le monde qui vient, le monde d'aujourd'hui, a fortiori, mais le monde qui vient, c'est une carte qui nous dit, donc mise à jour par la Commission européenne en 2020 avec la nouvelle liste des matières premières critiques, nous dit quels sont les pays qui produisent l'essentiel de ces matières premières dites critiques. On y voit les États-Unis sur le beryllium, important pour notamment les technologies d'armement, le Brésil sur le niobium. Le Brésil commence d'ailleurs, Bolsonaro aimerait bien tirer un ascendant commercial, peut-être diplomatique, de sa production de niobium. Le Chili sur le lithium. Et puis vous avez l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, sur notamment le cobalt, l'Afrique du Sud sur les platinoïdes, la Russie, et puis surtout, vous avez
à l'est, la Chine. Et la Chine est le leader incontesté de la production de ces matières premières critiques. Elle produit 40% des métaux pour le reste de la planète, des métaux critiques, hein, j'entends. Et comme vous le voyez, elle peut produire aussi peu finalement que 38% du baryte, mais elle peut produire jusqu'à 86% tout en bas des terres rares légères et des terres rares lourdes. Et ça, c'est ce que constate la Commission européenne, qui constate aussi que les besoins des 27 pays de l'Union européenne, en fait, nos besoins en ces matières premières sont... en fait, nous ne produisons pas assez minerais. Nous produisons, nous, 3% de la production minière mondiale, mais nous consommons 25% des métaux produits dans le monde. Donc le delta, les 22%, il faut bien aller les chercher quelque part, notamment en Chine. Et donc nous sommes dépendants de la Chine pour ces matières premières critiques et stratégiques et rares. Vous savez que depuis des décennies, l'OPEP nous fait des misères. L'OPEP, c'est 13, 14 pays qui contrôlent 41% de la production mondiale de pétrole. Là, la Chine, c'est une OPEP à être toute seule, en fait. Elle n'a pas besoin de mettre qui que ce soit d'accord. C'est une OPEP. Elle produit 40% des métaux rares critiques stratégiques. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes un Chinois, que vous avez une forte soif de revanche sur vous-même, sur l'histoire, qu'on vous a raconté le saccage, la mise à sac du palais d'été, que vous avez envie de rattraper votre retard sur l'Occident, de devenir aussi riche que les Américains en 2049. Chaque Chinois doit être aussi riche qu'un Américain individuellement, pris individuellement en 2049, et que vous avez des volontés impérialistes. Vous n'allez pas vendre votre matière première à 1 € le kilo. Vous allez remonter la chaîne de valeur. Et donc à partir des années 2000, la Chine commence à dire à l'Occident et à nous, écoutez, je vous vends moins de ces matières premières parce que j'en ai besoin pour moi. En revanche, et donc voilà. Donc en fait, de deux choses l'une, soit vos usines tournent au ralenti, soit vous venez vous installer chez nous et vous aurez accès à la matière. Et donc finalement, c'est un nouveau contrat que propose la Chine qui consiste à dire, je vous donne ma matière première, mais en échange, vous allez venir avec vos usines, avec votre laboratoire de recherche et développement, vous allez y installer vos ingénieurs qui vont naturellement nous former, et donc vous allez finalement nous transférer vos technologies. Et nous, occidentaux, sommes venus en Chine, et c'est ce que dit cette slide, pour des tas de raisons ces 30-40 dernières années. Nous sommes venus en Chine parce que le yuan était dévalorisé, il l'est toujours un petit peu, parce qu'il y a une main-d'œuvre abondante et bon marché, qui est toujours bon marché. Même si, comme vous savez, les salaires augmentent de 15% par an, elle reste très bon marché. J'ai demandé l'autre jour le prix le salarié moyen dans une usine de raffinage de graphite aujourd'hui, c'est environ entre 400 et 500 € par mois. C'est beaucoup moins cher que si jamais il fallait faire raffiner ce graphite en France. Et puis, il y a un gigantesque marché intérieur et la promesse pour l'industriel qui, naturellement, peut venir installer sa production, ses usines et ses laboratoires de R&D sur le territoire chinois, c'est d'avoir en échange accès à ce marché intérieur pas mature, extrêmement dynamique. Et donc, nous sommes venus pour toutes ces raisons, et nous sommes aussi venus parce que nous avions besoin de la matière première. C'est une condition supplémentaire qui a incité les industriels qui avaient besoin de ces matières premières à venir s'installer sur le territoire chinois. Vous connaissez comment ça se passe. La Chine signe une joint venture, donc une co-entreprise, détenue généralement à 51% par des intérêts chinois, jusqu'à ce que Xi Jinping revienne là-dessus sous pression de Trump il y a quelques années, mais jusque récemment, c'était vraiment la règle. Du coup, les technologies passent sous pavillon chinois. Alors, soit la Chine fait de l'innovation exogène, c'est-à-dire qu'elle apprend en fait des autres et puis elle est capable de reproduire ces technologies. Un universitaire à la Tsinghua University à Pékin m'a dit un jour, Guillaume, les Occidentaux ont sous-estimé la capacité de la Chine à apprendre. Ils ont beaucoup appris, et puis après ils font l'innovation endogène, de la réindigénisation, et là ça consiste en fait à non plus faire du made in China, mais du made by China, du created in China. Ils sont capables de développer leurs propres brevets et de proposer des technologies, de l'énergie notamment, des technologies numériques, qu'ils peuvent développer parce qu'ils ont eu en amorce un transfert de savoir européen et occidental, mais après ils sont capables de créer par eux-mêmes. Et donc nous arrivons à une situation dans laquelle la Chine aujourd'hui produit 30% de la capacité mondiale, la Chine, c'est 30% de la capacité mondiale installée des éoliennes. La Chine, c'est 60% de la production mondiale de panneaux solaires. Nous produisons quasiment plus de panneaux solaires en Europe. Pour des tas de raisons, mais notamment aussi parce qu'elle a été capable de retenir la matière première et du coup de développer l'aval de la chaîne de valeur sur son propre territoire. Donc elle ne produit plus le minerai, elle produit le métal. Elle ne produit plus le métal, elle produit l'aimant. Elle ne produit plus l'aimant,
elle produit la batterie de la voiture électrique, et puis in fine, elle produit la voiture électrique elle-même. Et donc, on peut, je pense, analyser la guerre commerciale américaine, sino-américaine, à l'aune de ces matières premières. Ces matières premières nous racontent une formidable stratégie agencée par la Chine qui voit le temps long et qui est capable, à 30 ans, de penser une remontée de la chaîne de valeur de façon à ne plus vendre un métal qui vaut 3 euros le kilo, mais une voiture électrique qui vaut 20 000 euros. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi notamment une guerre commerciale qui est engagée par Trump, qui constate que la Chine lui taille des croupières et que la balance commerciale lui est de plus en plus défavorable. Et donc Trump a réagi fortement pendant son mandat. Dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, avant même que la guerre commerciale ne soit annoncée, il a demandé une revue de toutes les matières premières stratégiques, notamment les terres rares, ces classes de métaux rares. Il voulait y voir un peu clair pour savoir quels étaient les manques et les besoins des Américains en la matière et les trous dans la raquette, parce que les Américains doivent acheter leurs terres rares à la Chine et il faut 400 kilos de terres rares pour faire voler un F-35, l'équivalent du Rafale. Et Biden, qui vient d'arriver au pouvoir, fait la même chose. Biden a également demandé un point sur une revue stratégique des approvisionnements de terres rares pour être capable de développer des sources alternatives de ces matières vraiment stratégiques qui conditionnent une partie de la sécurité nationale américaine. Et ils sont en train, mais ça fait 10 ans que ça dure, mais enfin bon, ça s'accélère, de réfléchir à la façon de développer des partenariats avec d'autres pays, notamment l'Australie, de développer le recyclage, de façon à moins dépendre de la Chine. Et donc on voit qu'il y a tout un aspect géopolitique ici qui commence à prendre forme, à se cristalliser à mesure que la Chine menace régulièrement de ne plus exporter ses terres rares à destination des États-Unis et du reste du monde d'ailleurs, et à mesure que nous, Européens, et les Américains avant les Européens, prennent conscience de cette situation de dépendance. Alors, cette demande en métaux va s'accroître. Pour les seuls besoins de la voiture, du secteur des véhicules électriques, entre 2019 et 2030, ce secteur-là, compte tenu de l'explosion de la production de voitures électriques, va avoir besoin de beaucoup plus de matières premières. Donc, je ne vais pas recommencer les chiffres, vous les avez, mais vous voyez que, enfin, peut-être qu'ils sont écrits un peu petits, 14%, il faudra 14 fois plus de nickel en 2030 par rapport à 2019 pour les besoins de l'industrie de la voiture électrique. Cette industrie aura besoin de 14 fois plus d'aluminium, 13 fois plus de phosphore, 13 fois plus de fer, 10 fois plus de cuivre, etc., etc. Donc il y a, vous voyez, d'un côté moins de besoins en matières premières, en hydrocarbures, et de l'autre beaucoup plus de besoins pour ces ressources-là. Et avec d'ailleurs l'OCDE qui en 2019 nous rappelle qu'à ce rythme de consommation de minerais et de métaux et de matières premières en général, et moi ce qui m'intéresse c'est surtout les métaux et les minerais non métalliques, eh bien notre consommation 2060 mondiale, tout besoin confondu, je ne parle pas que des technologies vertes et numériques, mais nos besoins vont être multipliés par 2,5. Donc annuellement, nous consommerons 2,5 fois plus de matières premières, et notamment donc de ces minerais et de ces métaux, par rapport à notre consommation de 2011. Et comprenez-moi bien, tous ces besoins ne sont pas affectés à la transition énergétique. On n'a pas attendu la voiture électrique pour ouvrir la mine de Chuquicamata au cuivre, qui est au Chili, qui est la plus grande mine à ciel ouvert de cuivre. Ça fait des milliers d'années que l'on consomme du cuivre, mais la transition énergétique ne freine pas cet extractivisme, elle l'accélère. Et donc, naturellement, elle explique notamment en partie ces chiffres extrêmement impressionnants qui se trouvent dans le livre, proposé en 2015 après de longues recherches par Olivier Vidal à l'Université de Grenoble. Entre 2015 et 2050, l'humanité consommera autant de métaux que tous les métaux qu'elle a consommés depuis que l'homme est homme, depuis 60 000 ans. Donc naturellement, ces matières premières, il va bien falloir aller les chercher quelque part, avec des questions inévitables qui se posent. Est-ce qu'on va en manquer? Est-ce qu'il y a des risques de pénurie? Et alors, ce tableau qui est produit, je crois, par l'usine Nouvelle, qui a quelques années déjà, mais les ordres de grandeur sont les bons, nous dit à notre rythme de consommation actuel, compte tenu de notre connaissance des réserves, alors les ressources, c'est les stocks connus, et les réserves, c'est les stocks exploitables, compte tenu des conditions technologiques et économiques actuelles. Donc là, on parle de réserves. À ce rythme de consommation, on n'aura plus d'antimoine dans 12 ans, d'étain dans 17, de plomb dans 18, d'or dans 18 ans, etc., etc. Il faut nuancer ce tableau. Parce que, vous savez, le pétrole, ça fait 40 ans qu'il n'y en a plus que pour 40 ans.
Donc les métaux, c'est pareil. C'est que si on se retrouve dans quelques années, les chiffres seront les mêmes, voire même on aura repoussé la limite. Pourquoi ? Parce que d'un côté, notre consommation augmente, mais de l'autre, nos technologies également évoluent. Et en réalité, il n'y a pas un jour sans qu'on découvre un nouveau gisement, et notamment des nodules polymétalliques sous les océans. Je regrette qu'il y avait 2 personnes de l'Ifremer, notamment, qui devaient être là, on en aurait parlé. Mais donc en réalité, il y aura toujours un gramme de métal à aller chercher quelque part. Il n'y aura pas de pénurie au sens géologique. La question, c'est à quel coût est-ce qu'on ira les chercher demain ? À quel coût est-ce qu'on ira chercher des nodules polymétalliques au fin fond du Pacifique, à 6 000 mètres de profondeur ? Un coût énergétique, un coût économique, un coût écologique, parce que les gisements les plus prometteurs sont déjà les plus de classe mondiale de métaux rares critiques stratégiques sont déjà exploités, donc il faut creuser plus profondément. Donc il y a un coût supplémentaire, coût social, coût écologique, donc coût social, donc coût politique. Et on voit aujourd'hui des gisements absolument fabuleux de cuivre, d'antimoine, notamment en Amérique latine, dans la mine de Pascua-Lama, à la frontière entre l'Argentine et le Chili, mais également dans la mine de Peeble, la Peeble Mine en Alaska, qui regorge de ces matières premières, mais impossible d'ouvrir les mines. Après des années de lutte acharnée judiciaire, les Diaguitas, au Chili et Argentine, ont poussé la justice, ont œuvré à ce que la justice interdise Barrick Gold d'ouvrir la mine. Pareil, la mine de Peeble au Canada, qui aurait été située juste à côté d'un fabuleux réservoir de biodiversité avec beaucoup de saumon, un fleuve extrêmement saumoneux. La justice a dit on ne creuse pas, même pas un coup de pioche, parce qu'on va abîmer la biodiversité. Donc les limites, elles ne sont pas géologiques, mais elles sont sociales et politiques. Et finalement, les limites, elles sont là. C'est-à-dire qu'en fait, de même que nous débarrassons du charbon, on essaie de s'en débarrasser, ça va être très long, de façon à basculer en l'âge vert, mais pas faute de pétrole, parce que nous pensons que le charbon ou le pétrole apportent plus de mal, de maux que de bénéfices à l'humanité. Moi, je pense que nous allons arriver à un moment, dans quelques années, dans quelques décennies, à un moment de prise de conscience du réel coût écologique de ces métaux, et nous voudrons nous passer de la transition énergétique, qui est une transition transitoire. J'en suis persuadé, mais rendez-vous dans quelques décennies, à mon avis, le temps qu'on ait mis des voitures électriques partout et qu'on ait pris conscience de ce que ça nous en coûte. Alors, naturellement, je vous dis cela, et ça permet de prendre conscience également de nos besoins propres et de se demander, alors du coup, l'Europe se pose la question de savoir si pour échapper au joug chinois, elle peut éventuellement aller chercher ses métaux ailleurs. Et donc cette carte nous dit qu'il y a de nombreux projets de production de métaux, notamment de lithium, qui commencent à voir le jour en Europe, qui pourrait être un continent qui pourrait produire ces minerais pour lui-même, avec quand même une nuance, Thierry Breton qui nous dit que on peut être autosuffisant pour nos besoins en lithium pour nos batteries en 2025, mais ce n'est pas l'Europe qui produira tout. Nos ressources sont importantes et diversifiées, mais elles ne seront pas suffisantes pour couvrir nos besoins, d'où le terme de diplomatie minérale qui commence à apparaître pour que nous puissions aller chercher ces métaux ailleurs. Comprenons-nous bien. D'abord, aucun industriel des mines, du pétrole, du nucléaire, du gaz n'a d'action chez mon éditeur. Donc je vous parle de façon libre. Je le dis parce que sur les réseaux sociaux, on lit n'importe quoi. Par ailleurs, cette transition énergétique, soyons clairs, il faut la faire. Je ne suis pas un adorateur du pétrole et du charbon. Il faut absolument la réaliser. Mais moi, je pense qu'on rentre dans un âge où on ne se pose plus la question de oui ou non faut-il la faire, mais comment faut-il la faire. Nous rentrons dans la transition énergétique 2.0. L'idée, ce n'est pas de reproduire les mêmes erreurs que le passé, c'est d'accompagner nos changements technologiques, nos révolutions technologiques, de révolutions mentales. Et peut-être aussi d'une révolution de nos valeurs et d'une repriorisation de ce qu'on appelle nos valeurs. Et donc, vous avez cette approche normative. Alors, le problème étant que ça ne s'intéresse qu'à 4 métaux et que dans la table de Mendeleïev, vous avez 80 métaux. Donc, très bien, mais il va falloir que, naturellement, ces dispositions, mais qui sont aussi des dispositions de soft law, qui sont, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, mais de plus en plus poussées par l'OCDE, par le London Metal Exchange, soient des dispositions qui soient étendu, élargi à beaucoup plus de métaux que ces 4 métaux. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et donc, nous sommes dans une dynamique qui est plutôt positive. Approche technologique, la fameuse blockchain. La blockchain, c'est quoi ? C'est le fait de pucer, de mettre des QR codes sur un stock sur un sac de minerai depuis la mine jusqu'à ce que le minerai se retrouve dans l'usine de fabrication de batteries. Et de la sorte, les traces numériques laissées par le stock eh bien, vont être laissées dans la blockchain et tout un chacun pourra vérifier entre quelles mains, si possible bien intentionné, le minerai est passé. C'est ce qu'essaie de faire Volvo en ce moment, par exemple, de sorte qu'à l'arrivée, on peut s'assurer que l'origine du minerai est éthique. Et donc la blockchain est une technologie numérique très intéressante pour pouvoir améliorer le sourcing éthique des métaux. Approche stratégique, relocalisation minière,
Est-ce que c'est une bonne décision écologique, d'ailleurs? Intéressant comme question. Il va bien falloir comprendre que pour rouler propre, il va falloir creuser plus profondément. Est-ce qu'on laisse encore les pays les plus pauvres continuer à extraire pour nous, ou est-ce que nous assumons une partie de ce fardeau écologique? Ça peut avoir un intérêt d'un point de vue de la souveraineté minérale, donc géopolitique, mais ça peut être également peut-être une bonne décision écologique. Là, je me suis beaucoup fait engueuler en disant ça, mais j'aime beaucoup le dire parce que je pense que c'est une proposition certes provocatrice, mais à mon avis qui se tient sur le plan de l'argumentaire. Taxe carbone. Moi, je suis archi pour. Je trouve que l'idée de Ursula von der Leyen de taxer davantage les matériaux, mais également les produits semi-finis et finis à l'entrée sur le territoire européen, de façon à améliorer la compétitivité des entreprises européennes qui produisent elles-mêmes des matériaux ou des produits finis, de sorte que nous relocalisions une partie de ce processus, ça me paraît excellent. Donc je suis pour la taxe carbone. Et la question, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on ne produit pas seulement de minerais, mais comment est-ce qu'on remonte, comme l'ont fait les Chinois, à la chaîne de valeur. C'est-à-dire que les Américains aujourd'hui reproduisent des terres rares. Ils produisent des terres rares de la mine de Molycorp, de Mountain Pass, pardon, mais ils n'ont pas l'usine de raffinage. Donc tout ça part en Chine pour être raffiné. Donc ce n'est pas une souveraineté minérale. Donc être souverain, ça veut dire réouvrir l'usine de raffinage et réouvrir aussi les usines d'aimant. Donc il faut remonter toute la chaîne de valeur. Donc tout ce que nous avions il y a 30 ans, et que nous avons laissé partir, délocalisation aidant, sous-traitance aidant, toyotisme aidant, en fait, on est en train de se dire qu'il faut faire l'inverse. Je ne dis pas qu'on a mal fait à l'époque, finalement, parce que c'était cohérent avec l'état mental, l'état d'esprit, la logique économique de l'époque. Mais aujourd'hui, la question, c'est comment on fait différemment et comment on réinverse ce processus en relocalisant tout ça, et ça va mettre du temps. Ça va mettre 15 ans pour relocaliser le processus minier, et tout l'aval de la chaîne de valeur nous a déjà dit la Cour des comptes américaine en 2010 à propos des terres rares. Donc, il faut être clair, la souveraineté dans ce secteur-là, elle est illusoire. C'est une chimère totale. On arrivera peut-être sur un métal dans 15 ans à avoir une filière complètement réintégrée pour certains besoins, peut-être pour la défense par exemple. Mais bien évidemment qu'on sera incapable de relocaliser l'ensemble du processus minier, tous métaux confondus, et de produire pour nous-mêmes la mondialisation, et c'est une bonne chose, a de beaux jours devant elle. Et il faut basculer, et c'est mon dernier point, dans un monde circulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je pense que le grand enjeu, c'est, alors ça c'est ce que nous disent déjà les spécialistes de l'économie circulaire, il faut que pour 1 kilo de métal produit, ça rapporte 93 centimes de dollars aujourd'hui. Il faut que demain, parce qu'on a amélioré les process, ça rapporte quasiment le double. Demain, c'est en 2060. Donc comment faire en sorte de produire plus, mais avec moins ? Et donc ça, c'est une grande question qui se pose, et je pense que c'est l'un des grands enjeux en fait qui dépasse, qui est bien plus complexe à réaliser d'ailleurs, un défi bien plus complexe à réaliser que le fait de passer dans un monde vert. Parce que comment est-ce qu'on fait pour finalement produire moins tout en gagnant plus, pour faire simple? Alors, c'est l'économie circulaire, et l'économie circulaire, ce sont 7 piliers qui sont extrêmement, décidément, passionnants. 7 piliers qui sont passionnants. Ça part d'abord de l'approvisionnement durable, ça termine avec le recyclage, mais entre l'approvisionnement durable dont j'ai parlé et le recyclage, il y a l'éco-conception des produits. Donc comment faire en sorte de faciliter, enfin comment penser le design d'un produit, qu'il soit électronique, n'importe quelle technologie, en pensant déjà à la meilleure manière dont il pourra être recyclé. Et ça nous amène vers notamment le low-tech, en tout cas vers des process qui sont moins complexes, avec des technologies moins complexes. Ça passe par l'écologie industrielle et territoriale, donc des boucles notamment courtes de collecte et de récupération des minerais. Ça passe des déchets électroniques, ou des déchets tout court. L'économie de la fonctionnalité, c'est bien évidemment le fait de vendre un service et non pas le produit, de façon à favoriser son réusage et son partage. Ça passe par l'allongement de la durée d'usage, mais ça c'est quoi? Ça veut dire que c'est la collecte, mais aussi la réparation, et puis la réutilisation. Et puis si on ne peut pas, eh bien c'est le recyclage. Mais l'ensemble de ces étapes de la boucle d'économie circulaire, chaque étape peut permettre à chaque fois d'économiser un peu de matière et de faire que le monde bas carbone soit également un monde bas ressources. Quelques mots pour terminer. Comment on fait pour ça? Il faut que la loi confère une valeur artificielle aux matières secondaires. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se passer de la puissance publique, je crois, pour contraindre, pour inciter les industriels à acheter davantage de matières secondaires plutôt que de matières primaires. Si la matière secondaire, donc le recyclé, est compétitif par rapport à la matière primaire, parce que tout d'un coup, d'ailleurs nous sommes peut-être à nouveau à l'aube, dit-on, d'un nouveau cycle d'un nouveau super cycle des matières premières, si
la matière secondaire est compétitive, alors c'est intéressant de la racheter. Mais si nous sommes complètement dépendants des cours, notamment des cours en bourse, des métaux, et que demain les cours s'effondrent, tout d'un coup le recycleur, il n'a plus de modèle économique. Et nous ne pouvons pas dépendre en fait de ces incertitudes. Et donc comment la loi taxe davantage le produit fait de matière primaire et valorise sur le plan fiscal le produit qui est fait à base de matière secondaire. Et la loi devra passer par là, je pense, de façon à artificiellement conférer de la valeur à ce qui est recyclé pour que ensuite les investissements des industriels, qui verront leur intérêt, se tournent davantage vers les produits à base de ressources recyclées. Et puis, je pense qu'il va falloir que nous faisions preuve d'une immense imagination pour déceler au sein des entreprises de la valeur là où le marché n'en confère pas. Et je voudrais un peu vous expliquer ça. En fait, aujourd'hui, un métal qui sort de chez le recycleur, il ne vaut pas grand-chose. Mais à nous d'imaginer la valeur qu'il décèle, qu'il recèle et que nous n'avons pas vue. À nous de déceler cette valeur. Comment ? D'abord, je pense que ça peut avoir un important impact sur la réputation du recyclage. Un industriel qui dit « j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts la prochaine fois qu'une ONG viendra constater qu'il y a des petits-enfants qui travaillent dans les mines de RDC pour que ma batterie de téléphone portable puisse être intégrée dans mon téléphone, ça me coûte trop cher en bourse, ça impacte trop mon cours, le cours de mon action, je préfère toujours recycler. Ça me coûtera plus cher, mais ça me coûtera moins cher que si jamais je me fais demain taper sur les doigts avec une mauvaise campagne de presse. Donc la réputation, tout d'un coup, si on l'englobe dans le coût global, tout d'un coup, ça peut être intéressant de recycler. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est les données et la vie privée. J'étais, pour mon prochain livre qui paraîtra en septembre, en Hollande, et un recycleur de serveurs de data center me disait qu'aujourd'hui, ses clients viennent faire recycler les serveurs parce que même s'ils essayent d'effacer les données, ils ne peuvent pas complètement les effacer. Et ils ne voudraient pas que, parce qu'ils jettent leur serveur à la poubelle, ce serveur se retrouve au Nigeria, et qu'un jour une mafia nigériane les appelle en disant « Écoutez, j'ai votre serveur et j'ai les données de vos clients à l'intérieur. Donc qu'est-ce que vous me donnez en échange de mon silence ou en échange du produit en retour ?» Et donc tout d'un coup, les données et la vie privée, ça devient vachement important. Et ils sont prêts à payer n'importe quoi, les banques, etc., pour que le serveur soit détruit sous leurs yeux et ils le filment pour prouver qu'ils l'ont bien détruit. Donc la vie privée, tout d'un coup, si on intègre ça dans le calcul du coût, en fait, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Il y a autre chose qui peut être intéressant, je pense, c'est la visibilité stratégique. Les Japonais ne veulent pas dépendre des Chinois pour leurs approvisionnements de terres rares, et ils soutiennent à bout de bras depuis des années l'INAS, cette entreprise australienne, qui produit pour les Japonais un tiers de leurs besoins en terres rares, et en échange, les Japonais mettent la main au pot. Ça leur coûte probablement beaucoup plus cher que ce que ça leur rapporte, ça a un coût, mais la visibilité, en fait c'était plutôt l'autonomie que je voulais dire, c'était l'autonomie. L'autonomie que ça leur procure par rapport aux Japonais, aux Chinois, n'a pas de valeur. Et donc je pense là aussi que si on réfléchit comme ça, tout d'un coup, l'économie circulaire a beaucoup plus de sens. Et je voulais parler de visibilité stratégique parce que, évidemment, que si vous avez la matière première et que donc vous pouvez investir dans une nouvelle technologie à 10 ans parce que vous êtes assuré d'avoir l'approvisionnement nécessaire en la matière première qui permet de rendre cette technologie nécessaire, alors évidemment que c'est beaucoup plus intéressant d'investir dans le recyclage. Et cette visibilité, ça a un coût, mais encore une fois, ça n'a pas de prix. Donc je pense que ce que l'on constate, c'est que, j'aime bien cette phrase, s'interroger sur ce qui présente de la valeur, c'est aussi s'interroger sur nos valeurs. Et je voudrais vous dire que, après des années à m'intéresser à ce sujet, j'ai le sentiment que la transition énergétique, c'est certes une transition technologique, évidemment, mais que si on la réduit à une pure transition technologique, je crois qu'on va vite se retrouver avec autant de problèmes que les problèmes que cette transition permet de régler. Elle va régler tout un tas de problèmes écologiques, économiques, géopolitiques, mais nous retrouvons avec des problèmes déplacés, écologiques, économiques, avec cette dépendance à la Chine, et géopolitique, avec cette diplomatie, cette géopolitique des énergies renouvelables qui est en train de se cristalliser devant nous. Et donc, il faut l'accompagner, bien évidemment, d'autres modes d'action, mais qui n'ont rien à voir avec aucune sorte de technologie. Ce sont des défis organisationnels, managériaux, humains, éthiques, moraux. Je me rappelle, j'aime beaucoup cette phrase de Einstein qui dit « On ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ».
comment ne pas reproduire finalement cette transition énergétique, ne pas l'engager avec exactement le même mode de pensée qui l'ont engendré. Voilà, je suis absolument convaincu que cette transition énergétique pose foncièrement la question de nos valeurs et de la priorisation de nos valeurs pour l'avenir. Je vous remercie.